C'est trop cher. Les gens ne pourront pas payer. Et qui suis-je pour demander ça? Ça te parle? Eh bien, reste accroché. Ici Isabelle Boireau, bienvenue en Business Class. Des coulisses des stars aux stratégies business, en passant par l'art de tout concilier avec élégance, prépare-toi à décoller vers une meilleure version. Excellence immédiate, décollage maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Qu'on le veuille ou pas, l'argent. On va laisser tomber les tabous, on va laisser tomber les gênes, les inconforts, on va affronter le taureau par les cornes et on va parler plus précisément de comment fixer ses tarifs sans culpabilité. Ces questions de « c'est trop cher, les gens ne pourront pas payer, qui suis-je pour demander ça ?» Tu sais, pendant longtemps, c'était mon dialogue intérieur toxique. Ces pensées ne sortaient pas de nulle part. Elles venaient de mon histoire, de mes peurs, de mes années de galère. Des moments où j'ai fait les ménages pour survivre, des moments sans papier où chaque euro comptait, de l'éducation aussi que j'ai pu avoir et plein d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais aujourd'hui, je veux partager avec toi un aspect crucial de l'entrepreneuriat. Comment valoriser justement ton travail tout en créant une entreprise solide et pérenne. À la fin de la journée, sans argent, on ne va pas très loin. Comment faire payer pour quelque chose que tu aimes? Comment demander à des gens d'attribuer un tarif à quelque chose que tu fais par plaisir? J'ai commencé l'entrepreneuriat par ma passion en fait. J'étais salariée il y a quelques années et le maquillage était ma passion. Vraiment, c'était mon échappatoire, ma boule d'oxygène quand je sortais du bureau. Et comme beaucoup d'entre nous qui démarrons avec leur passion, c'était compliqué d'y attribuer une valeur fiduciaire. J'avais ce dialogue intérieur de c'est déjà un plaisir de le faire. En fait, pour moi, je prenais plaisir à le faire. Donc, comment me faire payer pour ça? L'autre chose que je me disais intérieurement, c'était je ne devrais pas être payée pour quelque chose que j'aime. De toute façon, je ne sais même pas combien demander. Est-ce que toi, qui as une passion, tu sais combien demander? Et cette mentalité de passion égale gratuit était mon premier blocage. Comme si le fait d'aimer ce qu'on fait devait automatiquement dévaluer notre travail. Je mélangeais tout. Passion et professionnalisme, plaisir et valeur, hobby et expertise. Et en plus, pour ne pas améliorer les choses, comme j'exerçais une bonne partie de cette passion dans un cadre de bénévolat, que ce soit à l'église, que ce soit autour de moi à servir les autres, je me posais jamais la question de combien ça vaut en fait. Et tout ça m'arrangeait bien de me cacher derrière le « oh c'est ma passion »,« oh je ne sais pas combien demander », jusqu'à ce que j'ai des personnes qui me demandent de me faire un devis. Oh, faire un devis? Ça veut dire chiffrer, mettre un prix sur ce qui me passionne, sur ce que j'aime faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Déjà, quand on est autodidacte, qu'on n'est pas passé par une école classique pour savoir peaufiner son art, c'est très compliqué. Il y a cette question de légitimité qui ne nous lâche jamais. On se sent un peu prendre la place de quelqu'un d'autre. On n'a pas l'impression d'être vraiment sérieux dans ce qu'on veut faire. Et quand quelqu'un d'autre nous prend au sérieux et qui demande un devis, là c'est la panique. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'était vraiment le cheminement par lequel je suis passée. Et il a fallu quand même que je puisse démarrer par des tarifs. Et là, le deuxième blocage, c'était de me dire, qui va payer ce montant? J'ai dû faire une petite étude de marché. La première, c'était de regarder quels sont les tarifs pratiqués, par exemple, en institut de beauté. Et ensuite, quels sont les tarifs appliqués chez des entreprises spécialisées telles que MAC, Sephora, Make Up For Ever. Et aussi, quels sont les tarifs des concurrents. Donc, en faisant une étude de marché, tu peux avoir une idée
des tarifs de ton secteur d'activité. Et en fonction du positionnement de chaque enseigne, donc tu as des tarifs entrée de gamme, tu as des tarifs grand public et tu as des tarifs haut de gamme. En fonction de ton positionnement, tu peux choisir dans quelle gamme, dans quelle catégorie tu veux te positionner. Alors, moi à l'époque, j'ai commencé par un tarif moyen, mais en le personnalisant. Donc c'est déjà un premier pas. Mais je sentais que quelque chose manquait. Donc j'ai commencé avec ces tarifs-là et je testais un peu pour voir. Mes premières prestations, je les ai communiquées sur le site mariage.net. Et sur mariage.net, comme il y a plusieurs prestataires de maquillage qui sont présents, on peut voir les tarifs qui sont pratiqués et les ajuster ou les personnaliser. Ensuite, j'ai pris une décision cruciale. C'était d'investir dans un coach business. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai compris que fixer ces tarifs, ce n'est pas juste sortir des chiffres au hasard. C'est toute une stratégie. L'un des premiers bénéfices dont j'ai tiré de cet accompagnement avec ce coach business, c'était une maquilleuse américaine qui évoluait dans le milieu de la télévision et des mariages haut de gamme aux États-Unis. Eh bien, c'est qu'elle m'a appris à calculer ma véritable rentabilité, à créer des packages cohérents et à répondre aux vrais besoins des clientes. Parce que très souvent, quand on fait nos plaquettes de tarifs ou qu'on veut déterminer les prix, on met un peu tout et n'importe quoi, sans vraiment rester focus sur de quoi le client a véritablement besoin. Ah, je me rappelle de mes premières plaquettes de prix. Mon Dieu, il faisait des kilomètres, il y avait tout dedans, il y avait tout. Il y avait tout. Donc j'ai dû me recentrer sur ma zone de génie et vraiment offrir à mes clients ce dont ils ont besoin et que je peux délivrer avec une certaine excellence et qualité. Et surtout, j'ai retiré tout ce qui ne se vendait pas et qui prenait juste de l'espace. Les services qui, au cas où, tu vois, qui encombraient ma carte de prix sans apporter de valeur. Et c'est un peu comme les cartes au restaurant. Je prends toujours cet exemple. Quand tu vas dans un restaurant où il y a 25 menus, 150 plats, tu es perdu, tu ne sais pas quoi commander. Alors que quand tu vas dans d'autres restaurants où la carte est assez limitée, sobre, droite au but, tu ne prends pas trop de temps à te décider et tu passes la commande assez rapidement. Tu as plat poisson, plat viande ou plat légumes. Tu fais ton mix et tu passes à la caisse. Et mets-toi dans la tête du client et dis-toi que ton client, c'est le même comportement qu'il adopte quand il reçoit tes tarifs. S'il y a trop de détails, trop de tarifs, il se perd. Donc, va droit au but. Notre épisode du jour est sponsorisé par la marque L'Atelier Lior. C'est une gamme de cosmétiques pour une peau lumineuse, formulée par une biologiste cutanée. Cette marque est une marque française que j'utilise personnellement depuis 7 ans et qui m'a complètement aidé à avoir une routine pour mon visage. Et cerise sur le gâteau, ils ont un baume à lèvres qui est absolument divin pour restaurer les lèvres sèches et gercées. Profitez de moins 10% sur vos futures commandes avec le code ISA25. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Quand j'étais sollicitée pour des demandes de devis, je répondais aux clients en leur demandant « Quel est votre budget ?» Mais alors, j'en ai lu des vertes et des pas mûres. J'ai des personnes qui avaient des budgets de 20 €, des personnes qui avaient des budgets de 70 € pour des prestations à plus de 700, voire 1000 €. Eh bien, j'ai arrêté de faire ça. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans la poche de notre client. Quand un client prend la démarche de solliciter un prestataire ou qu'il prend la démarche de rentrer dans un magasin, il est psychologiquement préparé à dépenser une certaine somme d'argent. Donc le fait de demander au client « Quel est votre budget ?» En tant que prestataire, ça nous dessert. En tant qu'entrepreneur, ça nous dessert. La question n'est pas « Quel est votre budget ?» La question est « Quel montant serez-vous prêt à payer pour vous libérer de ce stress, de cette douleur ou de ce problème ?» Eh bien, comment donc déterminer tes tarifs sans culpabiliser ? Première des choses, tu n'es pas dans la poche de ton client. Tu ne sais pas quel montant ou quelle somme d'argent il peut dépenser. Quand des gens veulent trouver des solutions, ils font tout ce qu'il faut pour pouvoir résoudre la situation. Et donc, ce n'est pas parce que quand le client t'a rencontré en janvier et qu'il n'avait pas les moyens,
Cela veut dire qu'en juin, il n'aura toujours pas les moyens. Les situations des gens changent, les possibilités changent, les priorités changent. Et donc, ne te transpose pas dans la poche de ton client en te disant « il ne peut pas, c'est barré ». Non, 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 non. Affiche tes tarifs, déjà en fonction de ta rentabilité, en fonction de ton positionnement, et tu mets dedans ce qui est vraiment important et qui a du sens pour ta clientèle. L'une des choses qui est également capitale, c'est d'être cohérent avec ton positionnement. Si tu choisis un positionnement entrée de gamme, tu adoptes tes tarifs selon ce positionnement. Si tu vas sur un positionnement large public, pareillement, tu vas adapter ton tarif en fonction de ce positionnement. Alors, si tu vas sur un positionnement haut de gamme, eh bien, il faut que tu sois cohérent. Non seulement dans ta communication, dans tes process, dans la façon dont tu délivres ta prestation, mais surtout dans toute l'expérience client. Après, une fois que ton client, ton prospect a reçu tes tarifs, tes propals, c'est libre à lui de les accepter, de les valider ou pas. Mais ça ne remet pas en question qui tu es, ni ce que tu apportes. Au début de mon activité, j'étais vraiment allergique. Comme je l'ai partagé déjà dans un épisode précédent, j'étais allergique au non. Quand on me disait non, je le prenais très personnellement, je le vivais très mal. Je remettais en question tous mes tarifs, je proposais des rabais, j'envoyais des promos, je proposais des moins 30%, moins 40%, je choisissais d'offrir le maquillage à X, Y, Z. Parce qu'encore une fois, il y avait cette petite voix de manque de légitimité où je me disais, bon, c'est ma passion de toutes les façons, même si je ne suis pas payée pour ça, je m'amuse, c'est un plaisir, c'est un kiff. Mais in fine, attends, ton déplacement, tu dois le payer. Le carburant dans ta voiture ou dans ton Uber ou que sais-je, tu le payes. Ton matériel a une valeur. Si tu es, dans la pâtisserie ou dans la cuisine, mais tes ingrédients, ils ont une valeur. L'énergie en temps que tu passes à pouvoir faire la prestation, elle vaut quelque chose. Ma logique qui était inverse, erronée, c'était... Eh bien, si je fais telle chose gratuitement à telle personne, elle va m'emmener des clients. Sauf que une personne à qui tu offres gratuitement va t'emmener des gens qui sont comme elle, donc des gens qui ne payent pas. Je l'ai appris à mes dépens avec une cliente qui, c'était vraiment le couperet en 2017, il y a 8 ans maintenant. Elle, waouh, ça mérite un story time à lui seul. Donc cette cliente me contacte pour son mariage via mariage.net et on se met d'accord, elle voudrait un tissage, sa coiffure de mariée, son maquillage. Ok, très bien. Et elle veut également le maquillage de ses 3 sœurs et de sa maman. Donc ça faisait 5 personnes au final à maquiller. 2 semaines avant le mariage, elle vient pour faire un essayage. Donc on fait l'essayage maquillage et puis elle me demande un tissage. Et à l'époque, comme je ne savais pas comment déterminer mes tarifs, je ne savais pas comment comptabiliser l'essayage coiffure, parce que je me disais, bon, voilà, je me posais plein de questions et je n'étais pas sûre de moi. J'ai coiffé cette dame pendant au moins 6 heures de temps, de 18h à minuit. J'ai passé la soirée à la coiffer. Et elle est partie avec la coiffure. Et elle allait en vacances le lendemain. Elle m'envoie un SMS à 7h du matin pour me dire que finalement, la coiffure ne lui plaisait pas et qu'elle a tout défait. Et là, je me dis, mais est-ce qu'elle va quand même me payer ou pas? Est-ce que je lui demande quand même de me payer ou pas? Donc, je suis encore dans ces questionnements d'ignorance, de naïveté, de peur. Et le jour de son mariage finalement, non, la veille de son mariage, elle me contacte pour me dire que quand elle était en vacances, elle a dépensé plus d'argent que possible. Finalement, elle ne pourra plus payer le maquillage de ses sœurs, ni de sa mère, et je n'aurai qu'elle à préparer. Sauf que moi, entre-temps, eh bien, j'ai booké une maquilleuse assistante qui va m'accompagner le samedi matin pour pouvoir faire les sœurs, la maman, pendant que moi je m'occupe de la mariée. Et que cette maquilleuse assistante, j'avais aussi peur de lui dire non, finalement, ne viens plus parce que c'était à la dernière minute et tout. Donc tout ça, tu sais, ce manque d'assurance, manque de confiance en soi, ça nous porte tellement préjudice dans le business. Ok, c'est pas le titre de cet épisode, mais voilà, je trouve que tout ça se rejoint très bien. La tarification, la culpabilité, l'assurance qu'on a face aux clients, face aux collaborateurs, tout ça se mélange en fait. Et quand on n'a pas cette base solide, cette assurance,
on peut être tourné en rond par tout le monde. Et donc le lendemain, tu sais ce que j'ai dit à la mariée? Ah non, c'est pas grave, je vais t'offrir le maquillage de tes sœurs et tout, je vais te bénir. Oui, c'est ça, mon œil. Ça, c'est pas une bénédiction, ça, c'est une escroquerie. Escroquerie volontaire, donc je me suis laissée volontairement escroquer. Et donc le lendemain, je viens avec mon assistante et tout, et pour maquiller déjà les autres sœurs et mamans de la mariée, c'était une galère parce qu'elles ne voulaient pas se faire maquiller et que moi, comme je m'étais engagée et que j'avais ramené une assistante, je ne voulais pas perdre la face. Mais c'était compliqué. Donc à la fin de la prestation, même pour que la mariée paye sa prestation à elle, pour laquelle j'avais été bookée au départ, elle m'a balancé la carte bleue sur le lit, elle faisait la tête, elle ne voulait pas que je la prenne en photo. Bref, c'était une galère sans nom. À partir de ce jour, je me suis dit, c'est la dernière fois. J'ai multiplié mes tarifs par 3, quitte à perdre certains types de clientèle, mais pour me positionner avec une clientèle qui valorise mon travail, respecte ma prestation et est contente d'avoir travaillé avec moi. Et à partir de là, en fait, ça a été crescendo. Donc, tous les ans, je revois mes tarifs en fonction de ma rentabilité, en fonction de mes frais, en fonction de la conjoncture, et je les améliore. J'améliore également ma qualité de prestation parce que je veux toujours viser le meilleur pour chacun de mes clients. Et de là, j'ai pu me positionner sur des prestations beaucoup plus haut de gamme. J'ai pu décrocher des contrats avec des célébrités, avec des VIP qui étaient vraiment cohérents avec mon positionnement. Avant de nous quitter aujourd'hui, je veux te dire quelque chose d'important sur les tarifs. Ce qu'on a vu ensemble, c'était comment structurer des packages qui ont du sens, l'importance d'avoir une offre claire et épurée, la nécessité de calculer tes vrais coûts, et puis le courage de valoriser ton expertise. Mais au-delà des chiffres, il y a quelque chose de plus profond. Des tarifs justes, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de respect. Respect de ton travail, respect de ton expertise, respect de ton énergie et de ton temps. Parce que tu sais quoi? J'ai appris de la manière la plus dure qu'un business qui ne gagne pas assez d'argent ne peut pas durer. Et quand on s'épuise à force de sous-facturer parce que c'est notre passion, parce que c'est ce qu'on aime, ce n'est pas juste nous qu'on impacte, c'est aussi la qualité de ce qu'on offre à nos clients. Et c'est même en fait tout le secteur d'activité qui est impacté par les prix bas à outrance. Cette semaine, je te propose un exercice simple mais puissant. Numéro 1, tu vas lister tous tes services actuels. En numéro 2, identifie ceux qui te drainent versus ceux qui t'énergisent. Ceux qui te tirent vers le bas, qui te prennent du temps, dans lesquels tu n'as pas envie. Mais les autres qui te redonnent de l'énergie, qui te motivent. Numéro 3, calcule le vrai coût de chacun. Combien de temps tu passes? Combien ça te coûte? En matières premières, en ingrédients, en outils. Et en numéro 4, ose ajuster tes tarifs en conséquence. La semaine prochaine, on va déconstruire ensemble les plus gros mythes de l'entrepreneuriat. Ces histoires qu'on nous raconte et qui nous empêchent parfois d'avancer. Un épisode qui risque de bousculer pas mal d'idées reçues. C'était Isabelle Boireau et tu viens de voyager en business class. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, à t'abonner, à laisser un cœur. On se retrouve lundi prochain, même classe, même excellence.